Maintenant, se poursuit Alix. Avec maintenant le coach Lola. Laura. Laura. On fait un lot. Hein. Laura, elle. Lola, elles sont toutes aussi passionnantes, intéressantes que dynamiques, efficaces pour la cause matinale. Docteur Laura Michel, avec elle, nous parlons de violence en milieu scolaire, causes et remèdes. Comme aime bien le dit Alix, d'abord, nous passons par la thématique. Injures, bastonnades, châtiments corporels, menaces, casses, abus sexuels, notamment la pratique des NST, notes sexuelles transmissibles ou des moyennes sexuelles contre notes, MST, sont devenues monnaie courante en milieu scolaire et estudiantin. Des violences qui s'externalisent souvent et envahissent les rues. La violence à l'école, bon, selon moi, je pense que c'est le fait que les enfants ne suivent plus les conseils des parents. La raison, la fréquentation, ce que l'enfant regarde, ce que l'enfant consomme. Il n'y a pas de sévérité à l'égard des enfants à l'école. Je vais dire comme ça, un enfant qui agresse un professeur comme ça, il n'est pas aussi corrigé comme il se doit. Et aussi, il regarde beaucoup de films, donc tellement de temps à regarder des films de violence. Et cela, les enfants aujourd'hui ont tendance à exercer ça sur leurs amis en milieu scolaire. La violence à l'école n'est pas un phénomène nouveau. Elle existe depuis l'Antiquité et revêt des formes diverses. Elle peut s'exercer entre les élèves eux-mêmes, entre les élèves et les enseignants, mais peut aussi s'exercer sur l'institutionnel par notamment le saccage des infrastructures. En Côte d'Ivoire, les violences à l'école se sont accrues après les crises de 2002 et de 2011. En milieu scolaire même, ça fait que les élèves même, aujourd'hui, il y a je veux dire, l'arme blanche que les élèves portent aujourd'hui en milieu scolaire au sein des établissements parce qu'ils ont appris ça, soit ils ont vu ça à la télé. Toute cette violence aujourd'hui, entre griffes, il y a deux groupes qui s'affrontent dans le milieu scolaire. Or, dans le temps, on voyait ça dans la rue, mais aujourd'hui, c'est introduit dans les milieux scolaires, au sein même des établissements. Alors, ça fait que les enfants ils portent des armes et ça perturbe les cours. À l'approche comment on appelle, des congés, on constate qu'il y a des enfants qui vont déloger d'autres enfants, c'est-à-dire d'autres élèves. Un enfant qui ne suit pas les conseils des parents, qui fait ce qu'il veut, bon, qu'est-ce qu'il attend? C'est l'échec. C'est l'échec. Les conséquences de la violence vraiment peuvent amener l'enfant non seulement à arrêter les coups, mais aussi à vraiment être un véritable bandit dans la société. Le chômage, la pauvreté, l'insécurité, le manque de repères et insatisfaction des conditions de travail et d'études à l'origine de ce mal-être à l'école. Les violences ont ainsi de nombreuses répercussions sur la performance scolaire. Décrochage scolaire et contre-performance aussi bien chez les apprenants que chez les encadreurs. Les conseils de discipline et la voie de la prison ne sont pas des solutions pérennes aux violences de l'école et à l'école. Il faut surtout de la formation pour les personnels et de la sensibilisation à l'endroit des apprenants, mais aussi et surtout des mesures pour améliorer l'environnement social, mais aussi économique des populations. Eh oui, le postulat, il est là. Le docteur également avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Alix, bonjour Margot. La première question, que se passe-t-il dans nos écoles ? Eh bien, dans nos écoles, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que de plus en plus de cas de violence sont signalés, autant des violences entre élèves que des violences d'élèves à encadreurs ou enseignants et vice-versa. Donc, il y a un malaise notable dans nos écoles et il serait temps qu'on s'y penche sérieusement parce que les propos, les actes, les attitudes d'agressivité sont pléthores. Et ça crée un sentiment de malaise. Le malaise, il est physique, psychologique et il est aussi affectif. Ça fait que la relation de l'enfant à l'école, au cadre de l'école, est compliquée parce que ça devient un cadre tellement malsain que les élèves ne sont pas à l'aise dans cet environnement, tout comme certains encadreurs et professeurs. Donc il y a un gros malaise qui plane sur l'école ivoirienne. La météo de l'école ivoirienne n'est pas du tout bonne. On a eu le temps de constater dans bien des secteurs, au sens propre, au sens figuré. Alors dites-nous, quelles sont les causes lointaines et immédiates? En termes de causes lointaines, on pourrait parler de schéma familial. Il y a des familles où les gens communiquent avec des propos violents, où les gens s'invectivent, où les gens ne savent pas parler posément, où les gens ne tiennent pas compte de l'enfant.
on se dit c'est moi le papa ou c'est moi l'adulte. Donc on impose son point de vue et on n'apprend pas à l'enfant à écouter. Donc quand l'enfant ne sait pas écouter, quand il va dans un environnement où le premier élément pour apprendre c'est d'écouter, il ne se sent pas à l'aise et il va reproduire les schémas de violence qu'il a vus dans sa famille, dans son environnement d'origine. Il y a aussi, en termes de causes lointaines, le fait que l'enfant copie sur son chemin entre la maison et l'école. Il va avoir des endroits où l'enfant peut capter de la violence et il peut la reproduire à l'école, soit pour se faire voir des autres, soit parce que c'est la seule façon de communiquer qu'il connaît. Il y a aussi, en termes de relations directes, de violences directes, de causes directes, je dirais, le fait que l'enfant se sente agressé. S'il se sent agressé par son encadreur, fût-il son professeur, il va avoir une réaction d'autodéfense. Donc la plupart du temps, on peut être choqué parce que l'enfant porte main à son encadreur, mais derrière, il y a eu un échec dans la stratégie comportementale de l'adulte qui fait que l'enfant est poussé dans ses derniers retranchements sans lui donner raison. Je dirais qu'il y a quand même un élément qui a favorisé l'agressivité de l'enfant vis-à-vis de l'encadreur parce que même si les adolescents sont fougueux, ils sont téméraires, il y a quand même des circonstances qui vont faciliter l'expression de la violence, notamment quand on réprimande un adolescent devant toute une classe, alors là, son ego est en jeu. Et il ne veut pas perdre la face parce qu'après, il sera moqué par ses camarades. Donc là, pour sauver son honneur, entre guillemets, l'enfant est obligé d'agir en brave. Et comme ça, il sera applaudi par ses camarades, même si l'acte qu'il a posé en manquant de respect, en portant main à son encadreur ou à son professeur, c'est un acte répréhensible. Mais en tant que jeune, ses camarades vont le trouver brave. Et de quoi les adolescents ont besoin? Ils ont besoin qu'on reconnaisse leur capacité, leur force, on va dire. Fût-elle une force de nuisance. Docteur, comment en est-on arrivé là dans un climat assez conflictuel? Parce qu'on s'en souvient aussi, hein, comme on aime à le dire avant, au temps jadis, quand on allait à l'école, il y avait l'imposition même des sévices corporels, mais cela n'a pas emmené une opposition avec son professeur de facto. Vous savez, le monde a beaucoup évolué. Nous sommes ici à la télé et en dehors des émissions comme celle-ci, pardon, la télé nous montre beaucoup de violence. Et malheureusement, on s'adapte à ce à quoi on est soumis fréquemment. Donc, étant soumis trop fréquemment à de la violence, les jeunes et les moins jeunes se disent que c'est un mode de communication et ils vont l'adopter. Et parfois, ce qui entre en ligne de compte, ce sont les conflits d'autorité. Un enfant qui est à la maison, on ne le reprend pas, on ne lui donne pas de barrière. Il a du mal à se fondre dans le moule de l'école où il y a beaucoup de règles. Donc un enfant qui n'a pas appris à la maison à respecter les règles aura du mal. Donc quand on est devant un enfant récalcitrant, il faut voir tout ça avant de pouvoir l'aider à changer parce qu'il ne faut pas faire tout de façon frontale. Or, malheureusement, c'est la méthode la plus rapide et certains pensent que c'est la méthode la plus efficace de mater les élèves. Alors que mater, on peut souvent se trouver confronté à une riposte en face. Alors, moi, il y a quelque chose qui me turlupine, c'est que les élèves assistent également, ils regardent les infos, ils lisent les journaux. Quand les enseignants sont en grève, on voit, ils assistent au match entre les enseignants et le ministère, tout ça avec les mots qui sortent dans la presse, on va faire ceci, on va faire cela. Est-ce que ce n'est pas aussi de la violence qu'on leur inculque comme ça? Ben, écoutez, les jeunes, ils ont une capacité d'analyse, hein, donc ils vont rejeter du revers de la main tout ce qu'ils ne trouvent pas concret. Les jeunes ont besoin d'actes concrets, de choses concrètes. Donc même quand on leur fait la promesse de quelque chose qui pour eux reste du virtuel, ils ne vont pas accompagner le projet d'éducation dans lequel nous voulons les inviter. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de petites étapes où on auto-évalue et on présente le résultat de ce qu'on a fait avec les enfants. Comme ça, ils sont sûrs et ils savent que tous les petits efforts qu'ils mènent, qu'ils font, vont les amener petit à petit vers une destination. Mais la destination, pour la plupart des élèves, est trop floue parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et l'environnement social
est très pessimiste. Il n'y a pas de débouchés, les emplois manquent. Donc, ils sont très, très pessimistes. Pour cela, il faudrait accentuer les petites cellules de travail ou des petits projets écoles où les enfants vont se sentir utiles et ils vont sentir aussi qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Il ne suffit pas de dire aux enfants aller à l'école, étudier, sans leur en donner les outils. Ils ne sont pas outillés pour étudier convenablement. Sans leur donner l'exemple. L'exemple aussi, oui, l'exemple est très important. Dans la manière de parler. Tout à fait, tout à fait. Tout ceci relève d'une société qui périclite, c'est à l'image de la société va mal, l'environnement. effectivement, la société va mal. Du coup, notre jeunesse va mal. La jeunesse a besoin de s'adosser à quelque chose de fort. Quand une personnalité, fût-elle, quel poste que ce soit, parle, dit des choses qui ne sont pas commodes, qui ne vont pas dans le sens de la bienséance, quand quelqu'un se met, et puis ça reste comme ça, sans grand-chose. Exactement. Voilà, ils regardent aussi, nos enfants regardent la télé, ils écoutent et la les radio, réseaux sociaux, ils font maintenant l'apologie de l'injure gratuite. De l'injure gratuite et de l'injure facile. C'est comme si on applaudissait ce que les gens appellent le mal-parlage. Or, pour éviter la violence, il y a une boussole, c'est le bon ton. On peut tout dire, mais sur le bon ton. Et à l'école, quand l'enfant arrive, par exemple, en retard, si on le reprend avec le bon ton, même si c'est un retard volontaire voulu, l'enfant, il sera plus réceptif que si on l'invective, on le repousse, on l'insulte ou on le dénigre devant ses camarades ou on laisse la porte fermée. Le fait de laisser la porte fermée devant un enfant qui a fait l'effort d'arriver, il faut déjà savoir pourquoi il n'est pas venu. Et même pour les enfants qui font l'école buissonnière, parfois, c'est un cri d'alarme, c'est une façon de dire « j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien à l'école ». Un cri d'angoisse, je ne me sens pas bien à l'école, je viens à l'école en retard pour me faire remarquer de mes enseignants et de mes encadreurs. Donc quand on a remarqué un enfant qui ne file pas droit, il ne faut pas tout de suite dire que tout est perdu pour lui. Il faut communiquer avec lui pour voir si dans son environnement familial ou dans son parcours scolaire, il y a des problèmes qu'on peut l'aider à comprendre et à résoudre. Aujourd'hui, quelles seraient les solutions, parce qu'on veut rester assez, on va dire, pratique et optimiste. Tout à fait. Déjà, employer le bon ton. On dit s'il te plaît à un élève, on dit s'il te plaît à un adulte. Il faut respecter tout le monde, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés. Il faut éviter d'infantiliser les élèves. Même si ce sont des enfants de 5 ans, 4 ans, il faut éviter de les infantiliser, plutôt mentionner devant eux leurs progrès au lieu de mentionner leurs faiblesses. Tous les enfants ont des faiblesses, toutes les personnes ont des faiblesses, mais mettre des mots sur les progrès, aussi petits fussent-ils, ça encourage l'enfant et ça le valorise. Mais quand l'enfant ou l'élève se sent tout le temps dévalorisé parce qu'il a de mauvaises notes, parce qu'il n'est pas à la hauteur, alors il se dit c'est déjà gâté, je gâte tout en même temps. Donc il faut donner un motif d'espoir aux enfants. Il faut identifier les germes de conflit et les tuer dans l'œuf. Quand on voit qu'on est en train de discuter avec un de nos collègues enseignants ou avec un élève et que les mots qui commencent à sortir sont des mots durs ou des protestations, il faut évaluer pour voir là où nous sommes en train d'aller parce que les RICS interviennent de façon inattendue. Parce que l'interaction se fait, les gens qui vont se faire bastonner à l'école, ils n'ont pas planifié forcément. C'est dans un échange récemment, on a appris qu'à San Pedro, il y a un professeur qui s'est fait bastonner parce qu'il a confisqué les lunettes d'un apprenant. Donc vous voyez que les lunettes, c'est quand même quelqu'un qui a des problèmes de vue et si on lui enlève cet élément important pour voir, inconsciemment, il va se défendre parce qu'il a besoin de ses lunettes. Donc éviter autant que faire se peut de confisquer de façon abusive les objets qui appartiennent aux enfants. Les lunettes, ça aide à étudier. Par contre, le téléphone portable, non. Donc, on pourrait confisquer le téléphone portable avec une communication adaptée. Dire, par exemple, annoncer le délai de la confiscation, réexpliquer les règles de l'école et que ce soit un délai assez court pour que l'enfant sente qu'il a eu un avertissement. Après, on lui dit, je prends ton téléphone, tu le récupères ce soir ou demain, au lieu de dire, je vais le vendre et ne plus le lui donner. Donc,
apprendre à négocier avec les jeunes parce qu'eux-mêmes, ils sont en perte de repères, ils sont à la recherche de repères. La cellule familiale est d'autant plus importante que c'est elle hein, qui forme ou même qui préforme, on va dire ça comme ça. Quand des parents, tout le temps, parlent, disent des choses, les enfants, ils sont là, ils écoutent. Parce que j'estime qu'il faut focaliser là-dessus aussi. Parce que tout ce qu'on dit, ce n'est pas tout qu'on dit devant les enfants, surtout quand ils vont à l'école. On leur dit tout ce qu'on a eu au travail, le collègue qu'on déteste, tout ça. On leur donne le venin de la violence. Des jugements de valeur sur les éducateurs de leurs enfants, sur les enseignants de leurs enfants. En présence des enfants. En présence des enfants. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que le professeur a fait ou quelque chose que l'éducateur a fait, ce n'est pas avec l'enfant que vous allez commenter cela. Si vous le commentez, c'est pour abonder dans le sens de l'éducateur qui est une figure d'autorité. Donc il ne faut pas briser la figure d'autorité que représentent les enseignants ou les éducateurs. Autrement, votre enfant aura du mal à leur donner du respect, le respect qui leur est dû. Il aura du mal aussi à exécuter les tâches qui lui sont demandées. Coach, avec 50 personnes dans les classes, 50, 100, 110, 105, oui, des fois 108, est-ce que ça aussi, cette promiscuité, si je peux m'exprimer ici, ne favorise pas la violence? Ça favorise la violence, mais c'est là aussi où les encadreurs doivent user d'ingéniosité. Quand on a une foule d'enfants devant soi, il faut les prendre par les sentiments. Donc, par exemple, moi, souvent, quand je commence les cours, dans un amphi où il y a 350, 400 personnes que je vois qui sont un peu ramollies, je fais à la Didier Bléou, je dis, est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Ça brise la glace. Donc, appâter les apprenants pour leur dire, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose d'intéressant en face de vous. Mais si vous venez qu'au milieu de toutes ces personnes, vous n'avez aucun élément qui va les attirer, il va de soi qu'ils vont faire des petits points de causerie et ça va perturber le cours. Donc, il faut user d'ingéniosité pour captiver l'intérêt de ces jeunes-là. Parce qu'on a une concurrence rude, les réseaux sociaux, qui ont plein de choses qui peuvent intéresser les jeunes. Donc, il ne faudrait pas que notre cours ou notre présence soit moins intéressante que ces choses-là. Il faudrait aussi que nous soyons à la hauteur. Donc, on peut même partir de l'utilisation abusive qu'ils font des réseaux sociaux pour les sensibiliser et pour les intéresser à revenir dans le cadre contextuel qui est le cours que nous allons leur donner. Donc, les enseignants ont du boulot parce qu'ils ont un grand défi à relever, intéresser les enfants avant de pouvoir résorber la violence. Une personne qui n'est pas intéressée par ce que vous lui proposez, elle ne peut pas être réceptive aux conseils que vous lui donnez. Si à l'inverse, la personne sort de votre cours avec l'impression d'avoir passé un bon moment de partage, d'apprentissage, cette personne-là sera plus réceptive. Il faut être aussi attentif à la façon dont on reçoit les jeunes. Il y a des personnes, des enseignants qui vont brimer les jeunes, qui vont dire « toi, tu viens te faire voir, les gronder », même si c'est sur un ton de plaisanterie. On ne sait pas dans quel état d'esprit ces jeunes-là sont. Donc, évitez de les brimer, évitez de parler sur leur physique publiquement, sur l'hygiène, sur l'apparence, évitez de faire des reproches publiquement. Une fois que vous avez remarqué des défauts sur le physique ou sur l'hygiène d'un enfant, c'est mieux de le prendre de côté pour parler entre quatre yeux. Mais dès l'instant où il y a un cinquième œil, l'enfant il se sent mal à l'aise, il va vouloir sauver son honneur. Il accumule des choses. Il accumule des choses et la goutte d'eau qui fait déborder le vase apparaît ainsi et on se trouve en situation de conflit. Et parlons de responsabilité, de frustration cumulée. C'est vrai que les enfants au sein de la cellule familiale devraient être accompagnés, quoique maintenant il y a certains parents qui démissionnent. On voit avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Oui. Mais il y a aussi des enseignants qui sont frustrés, notamment avec les grèves intempestives qui ne trouvent pas de dénouement heureux, qui créent aussi des conflits même au sein de l'approche. Voilà. Avec le corollaire de mots M-O-T-S et de mots M-A-U-X qui en découlent. Oui, bien sûr, oui, vous avez dit le corollaire. Chaque élève, chaque encadreur a une histoire unique. Donc, en milieu urbain, on ne se rend pas bien compte de la chance que nos enfants ont de pouvoir rester avec nous pour aller à l'école. Mais en milieu rural, c'est, je dirais, au bas mot, 70% des apprenants qui ne vivent pas dans leur famille d'origine. Donc, parce que la famille vit au village, ils sont appelés à vivre chez des tuteurs pour étudier. Et même si le tuteur homme vous accepte, il n'est pas dit que son épouse vous accepte. Donc, souvent, les protégés sont victimes de maltraitance
ou de mauvais traitements, où ils ne sont pas à l'aise. Donc ce sont des enfants qui viennent vers nous avec un malaise latent, un problème déjà dans le cœur. Donc il faudrait que l'école soit pour eux une bouffée d'oxygène et non un poids en plus sur leur petite vie d'enfant ou d'adolescent. Il y a Mme Kwasi Christelle qui pose cette question. Est-ce que tout ça, ce n'est pas dû à la pauvreté? Est-ce que la pauvreté n'est pas une raison parfois pour certains de n'avoir comme dernier recours la violence? Oui, la pauvreté pourrait expliquer, mais pas justifier la violence. Quand on est pauvre, c'est vrai que si, par exemple, on n'a pas les moyens de faire face à la scolarité, on ploie sous le poids des responsabilités, on est stressé. Donc plus le stress est grand, plus on est prompt à la violence. Donc il faudrait déjà faire la part des choses et s'auto-évaluer. Quand on s'auto-évalue, on se dit pourquoi je ne me sens pas bien, quelles sont mes charges. Une fois qu'on a visualisé les charges mentalement, on va les classer par ordre de priorité et dire ça c'est important, ça ce n'est pas important, ça peut attendre. Mais si on répond à l'urgence la plus récente, alors qu'il y a des urgences plus importantes, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et dans ce cas-là, quand on est dans l'incapacité de s'expliquer, de se faire comprendre, le raccourci est tout trouvé, c'est la violence. Et autre solution à apporter, peut-être, instituer des cours de bienséance, de savoir-vivre et le civisme accru dans nos établissements. Je dirais, en plus de cela, inciter à la création d'associations. J'ai été très contente dans une école primaire de voir qu'il y avait un club de lecture. Et la présidente de ce club était en classe de CE2. Donc, apprendre aux enfants à s'inscrire dans des mouvements associatifs, ça les occupe sainement et ça les responsabilise. Parce que quand vous leur expliquez le projet de l'association, aussi petite soit-elle, j'ai été récemment au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, où les filles ont un potager, elles ont un salon de coiffure parce que les cheveux courts sont imposés à l'école. Donc dans ce salon de coiffure-là, on dirait plutôt un salon de tonte parce qu'il faut se faire tondre. Et les filles vont se faire tondre à 100 francs et l'argent entre dans la caisse de la coopérative. Et tous ces secteurs-là ont des responsables. Donc il faut responsabiliser les jeunes et les occuper sainement en trouvant des activités extrascolaires au sein même de l'école. Si à l'école, on est tout en train de dire leçon, devoir, leçon, devoir, leçon, devoir et aucune distraction, il faut dire que les jeunes ont aussi besoin de distraction, mais de distraction saine. Monsieur Kadieu Darius de Bondoukou nous demande, est-ce qu'on écoute assez nos enfants dans les écoles? C'est une vraie question. Est-ce qu'on écoute assez les enfants? Vous voyez, ils sont pléthores. Si une éducatrice a 50 élèves, par exemple, à coacher, à encadrer, elle va être débordée, surtout si elle n'a pas un bureau adapté. On sait comment ça se passe dans nos écoles. Les éducateurs sont 2, 3, 4 dans les bureaux. Ils sont débordés avec très peu de matériel. Donc, c'est difficile de faire l'écoute. Alors, c'est vraiment un sacerdoce que d'être éducateur sous nos tropiques, parce que l'éducateur a beaucoup d'enfants à écouter. Et les parents, quand on les appelle, ils ne répondent pas souvent. Donc l'éducateur ne peut pas porter toute cette charge tout seul. Il faut que les parents collaborent. Mais en même temps, l'éducateur, c'est connu de plus en plus, les éducateurs se taillent des réputations de personnes sévères, des fois même méchantes. Même quand les parents arrivent, on a vraiment la réticence même de les approcher parce que bon, c'est pas assez convivial et tout ça. Ils sont saturés, les éducateurs. Mais ce que je pourrais leur dire aux éducateurs, c'est de faire leur métier. Le sourire, avec il revient passion. toujours comme un boomerang. Bien sûr, le sourire, c'est un miroir. Donc, quand on sourit et quand l'éducateur est ouvert et enjoué, les élèves l'adorent. Vous allez voir qu'ils vont s'agripper autour de cet éducateur-là comme des mouches sur le miel. Ils sont à respecter ces règles. Exactement. Monsieur Kouablé, Jean pense qu'on ne va pas donner sa question à l'antenne. Vous vous trompez, hein, vous savez pas, nous on pose toutes les questions. Il dit le budget de l'État, dans le budget de l'État, il y a le plus gros pourcentage, c'est l'éducation. Mais on ne sent pas ça de la manière dont on prend nos enfants. J'ai posé votre question, on est sur RTI et ça peut se faire. De la manière dont on prend nos enfants, on ne sent pas le budget de l'État. Je ne connais pas le budget de l'État en termes d'éducation. Mais de souvenance, je pense que le budget alloué à l'éducation a toujours été le plus conséquent. 24%, si les chiffres sont exacts, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur le budget de l'État. Par contre, ce sur quoi je peux me prononcer, c'est sur ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, il y a des personnes qui sont aptes et destinées à encadrer vos enfants. Mais quand on dit encadrer les enfants, ce n'est pas leur abandonner les enfants. Si vous avez confié l'enfant à la structure d'accueil qui est l'école, il faut que vous accompagniez le travail de ces encadreurs-là, professeurs comme éducateurs.
Si vous ne connaissez même pas l'administration de l'école de votre enfant, à ce moment-là, vous avez manqué. Aux réunions de parents d'élèves, on convoque les parents ne sont pas souvent présents. Ils vont toujours trouver des choses prioritaires pour ne pas venir. C'est ensemble que nous devons encadrer nos enfants et non pas toujours attendre tout de l'État. L'État fait des choses, mais la famille nucléaire doit aussi faire sa part. Quand une école est pauvre et qu'elle n'a rien, il y a des apprenants qui s'en sortent. Pour aller apprendre la craie et apprendre à écrire la lettre A à un enfant, s'il a la craie et l'ardoise, il va former sa lettre si on l'encourage. Donc il y a un coaching derrière qui est plus du ressort des ressources humaines que des ressources financières et il ne faut pas négliger cela. Les questions affluent, mesdames et messieurs, malheureusement. Cette fois, pour une raison légale, on ne peut pas parce que l'émission se termine. Il y a un qui dit, avec nos enfants qui sont assis à même le sol dans les classes, comment ne pas aboutir à la violence? Bon, il y a énormément à faire. Oui. Sachez que nous posons vos questions parce qu'ici, à Matin Bonheur, il n'y a pas de langue de bois. Nous sommes à votre service quand c'est fait dans la politesse et dans la bienséance.